On va commencer. Donc, merci à tous de participer ce soir au webinaire sur comment travailler au Royaume-Uni et construire sa carrière juridique outre-Manche. Donc, je voulais tout d'abord remercier euh, Laurence Paris de French Resources, vu que ce webinaire est en partenariat avec French Resources ce soir, et aussi Océane Amayon-Lenné, pardon, pour la participation. Donc, avant de commencer, quelques petites règles. On a coupé vos micros au tout début, mais à la fin de la session, il y aura, comme d'habitude, une session Q&A où vous pouvez poser toutes vos questions et vos micros seront en mute à ce moment-là. N'hésitez pas sinon à poser vos questions dans le chat et on y reviendra soit pendant le webinaire si elles ont un lien directement, soit à la fin. Donc, je vais laisser la parole tout de suite du coup à notre partenaire pour ce webinaire. Laurence, si vous pouvez vous présenter. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Laurence Paris, je suis la directrice d'une agence de recrutement qui s'appelle French Resources, qui existe depuis 16 ans. On est ce qu'on appelle des généralistes, mais notre spécialité, c'est la langue française, c'est-à-dire que 95% de nos clients sont des entreprises qui sont des entreprises, des filiales anglaises en Grande-Bretagne ou des entreprises qui sont gérées par des Français ici en Grande-Bretagne. Et on travaille de temps en temps avec des cabinets britanniques pour le recrutement de juristes francophones. Merci Donc, Laurence. Du coup, Océane Maillon-Lesné, si vous pouvez vous présenter. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Océane Amaillon-Lenné, je suis avocat au barreau de Paris et Solicitor of England and Wales. J'exerce au sein du cabinet AFP Bloom, qui est un cabinet londonien qui est spécialisé en droit de la famille et qui dispose d'un French Desk, donc c'est-à-dire d'une équipe qui est dédiée à l'accompagnement des clients francophones. Merci beaucoup et je vais terminer par moi-même. Donc, je suis coprésidente de FLPL et aussi parallèlement paralegal dans une fintech et élève avocate. Je reviendrai plus tard sur mon expérience, mais plus principalement, donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Tout d'abord, Laurence va nous expliquer comment comprendre le marché de l'emploi juridique britannique. Ensuite, je parlerai des étapes pour démarrer et construire sa carrière au Royaume-Uni. Et enfin, Océane nous présentera son expérience en tant qu'avocate française et comment exercer en Angleterre. Donc, on va commencer tout de suite par Laurence, si vous voulez bien commencer avec votre partie, s'il vous plaît. Merci. alors, donc, je vais vous faire d'abord un petit panorama du marché juridique ici en Grande-Bretagne. Donc, comme vous pouvez voir pardon, sur les chiffres, les jeunes diplômés en Grande-Bretagne entre 21 et 30 ans sont 87%, plus de 87% en emploi et ceux qui ont un master à plus de 90%. C'est un secteur, pour ce qui concerne le droit, ça dépend, le travail pardon, dépendra de plusieurs facteurs. Parce que donc, les types de carrières, ça sera solicitor, barristers, paralégal ou juriste d'entreprise. Ça dépendra aussi de la localisation, c'est-à-dire si vous allez travailler, vous allez exercer à Londres ou en province, et les différentes tendances législatives, et bien sûr la concurrence. Je vais vous donner quelques tendances actuelles qui sont sur l'année 2024-2025. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a une croissance du marché pour les juristes ici en Grande-Bretagne, notamment grâce à une nouvelle qualification qui est SQE. Le nombre d'avocats des solicitors a augmenté grâce à cette nouvelle qualification SQE, ça tient pour Solicitor Qualifying Exam. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. La croissance du marché, pardon, la transformation aussi du mode de travail, qui est une chose importante, qui est euh, des carrières qu'on appelle des gigs ou shared fees, c'est-à-dire que ça va être des avocats, des juristes, des avocats, pardon, qui vont travailler plutôt euh,
en freelance pour différents cabinets ou ils vont être dans un cabinet mais ils vont travailler sur des missions. Et il y en a voilà, de plus en plus grâce au SQE dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est important aussi dans le contexte du marché juridique, pour quand on cherche du travail, c'est aussi la marque employeur des cabinets avec lesquels vous allez pouvoir travailler. C'est-à-dire que les jeunes diplômés font aussi attention à la culture de l'entreprise, aux valeurs des firmes quand ils postulent. Voilà. Les secteurs porteurs pour les jeunes diplômés en général, pas seulement les francophones. Alors, ça sera le droit du travail. Alors, j'ai mis droit de l'emploi, mais c'est droit du travail, pardon. Il y a une forte demande d'avocats spécialisés dans ces postes-là. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu que dans certains, il y avait des offres, les offres de postes en 2024 avaient augmenté de plus de 33% pour ce type de spécialité. Il y a aussi le droit d'immigration qui est en forte hausse. Et en fait, c'est hausse aussi partiellement due aux réformes législatives en Grande-Bretagne. Pour le droit du travail, par exemple, c'est un projet comme le Employment Rights Bill, mais bon, je pense que Océane elle va parler de ce genre de choses, qui renforce qui renforce les droits des travailleurs ici en Grande-Bretagne. Et donc, ça peut être important pour vous, au niveau stratégique, de regarder les cabinets qui offrent, qui proposent soit du droit du travail ou du droit d'immigration. Et vous avez aussi les juristes d'entreprise. Alors, c'est un marché qui était assez ralenti, mais qui montre un bon démarrage. Donc, c'est les juristes où on n'a pas besoin forcément. Enfin, en Grande-Bretagne, les juristes d'entreprise seront aussi des solicitors. Mais on peut être juste avoir fait, ne pas être solliciteur, pardon, être comme en France, être diplômé en droit. Ça peut être une trajectoire aussi intéressante avec une exposition plus directe aux affaires commerciales et tout ce qui est compliance. Et puis après, vous avez les alternatives, donc dans les postes pour vous, qui peuvent être aussi des postes, on commence beaucoup par ça, les postes de paralégal, les postes de stagiaire et les contrats temporaires. Le rôle de paralégal, c'est vraiment une très bonne entrée pour avoir une première expérience et pouvoir après décrocher un training contract. Euh, voilà. Donc, je vais vous parler maintenant des offres pour les jeunes diplômés francophones. Donc, avant de venir, j'ai fait une recherche et sur certains sites, j'ai trouvé à peu près 150 postes où on demandait des French legal jobs, où on proposait, pardon, des French legal jobs. Mais c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément indiqué que c'était pour des jeunes diplômés. Les postes où on voyait le plus d'offres, c'était tout ce qui, il y avait beaucoup, donc les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est le droit d'immigration et le droit du travail, mais aussi des droits des postes en litigation. On dit ça en français. Litigation? Je ne sais pas si c'est français. Non, Oui. contentieux. Oui, Pardon? en contentieux. En contentieux, voilà, merci. Et puis quelques postes, donc la majorité, c'est quand même du poste de paralégal. Quelques postes pour les private client solicitors. Mais là, on demandera plutôt quand même de l'expérience, au moins 2 ans. Et puis après, vous avez des postes qui sont plus des postes administratifs, qui peuvent être legal secretary and PA. Parler français, quand on cherche, quand on veut être juriste en Grande-Bretagne, c'est important. Ça peut vous apporter un salaire plus élevé, ce qui est quand même assez intéressant. Mais si vous êtes juriste d'entreprise, il y a quand même peu de postes où on vous demandera de parler français.
Euh, c'est des choses que vous devez vraiment considérer quand vous allez, si vous souhaitez pardon, chercher du travail ici en Grande-Bretagne. Donc en fait, c'est un secteur niche. Euh, il y a beaucoup de postes en Grande-Bretagne où on demande des gens qui parlent français et anglais, mais dans la spécialité juridique, ça reste quand même, euh, il y a quand même peu d'offres. Euh, je parlais maintenant des processus de recrutement. Euh, alors, là où c'est vraiment mon domaine de métier, mon domaine de prédilection. Donc, si vous faites une université en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de cabinets qui viennent faire des pitchs, qui organisent des conférences. Où vous allez être invité à des conférences qu'ils organisent eux dans leur cabinet aussi. Beaucoup d'événements où vous allez pouvoir rencontrer et discuter de votre métier de ce qui peut être possible pour vous. Ça, c'est une façon de procéder, mais vous avez aussi en Grande-Bretagne des plateformes qui seront spécialisées et des agences de recrutement. Alors, j'ai mis quelques agences et des plateformes qui sont assez intéressantes et chacune d'entre elles propose un service un petit peu différent. Par exemple, la première, elle offre des services où vous pouvez trouver des expériences de qualifying work experience qui peuvent être intéressantes. Euh, donc après, vous avez de Legis, 10%, etc. Et toutes ces agences, en fait, elles peuvent vous proposer des conseils de carrière, des articles, comment rédiger votre CV aussi. Elles peuvent vous dire là où il va y avoir des webinars ou des foires virtuelles, un calendrier avec des deadlines pour tout ce qui est les training contracts, tout ce qui est vacation schemes. Et c'est en fait de faire des recherches à partir de ces plateformes, ça peut être un bon point d'entrée pour bien comprendre le marché ici. Et bien sûr, vous avez aussi les sites des cabinets eux-mêmes qui, quand ils ont des offres, ils les mettent en ligne en général. Et si vous voulez devenir barrister, eux, ils ont une plateforme qui s'appelle Pupillage Gateway, pardon, mais des fois, c'est intéressant aussi. C'est à peu près 80% des training contracts qui seront proposés là, mais vous pouvez aussi regarder sur les sites des différentes chambres. Ce qui est important, c'est quand il y a beaucoup de choix comme ça, c'est se dire aussi il va falloir que vous regardiez les plateformes de façon efficace et donc chercher vraiment ce qui va être intéressant pour vous parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Alors, une fois que vous êtes prêt, que vous savez où est-ce que vous allez déposer votre CV, ce qui va être quelque chose de très important parce qu'il y a une grande différence entre les CV français et les CV anglais. Donc, la forme. D'abord, on ne met pas de photo sur un CV anglais parce que c'est discriminatoire. On ne met pas de détails personnels, à part votre adresse et votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas la nationalité britannique, je vous conseille fortement de mettre votre statut légal en Grande-Bretagne parce que c'est la première chose qu'on vous posera comme question. Quel est votre statut? Est-ce que vous avez le droit de travailler ici en Grande-Bretagne? En dessous de ces informations, vous mettrez un profile qui est donc un profil, pardon, qui est de 5 à 6 lignes. C'est un petit peu comme une petite lettre de motivation, euh, mais qui doit être quand même assez efficace et qui ne va pas reprendre mot pour mot ce que vous avez écrit dans votre CV. Vous allez donc décrire les compétences que vous avez acquises, quel type de poste vous allez rechercher. Moi, je vous conseille fortement d'être aussi très général au niveau du type de poste que vous allez rechercher parce que ça va être sûrement votre première expérience ici. Donc, ce que vous voulez acquérir, c'est de l'expérience. Vous pouvez commencer par, voilà, comme ce que j'ai mis, voilà, recent graduate in ou bilingual junior professional ou quelque chose qui va, voilà, vous allez commencer comme ça, vous n'allez pas dire I am ta da 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 da.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, sous votre profile, vous mettrez votre éducation. L'éducation, elle va sous le profile jusqu'à 2 ans après être diplômé. Si vous avez plus de 2 ans, en général, ça arrivera à la fin après votre expérience professionnelle. Donc, votre expérience, ensuite, l'expérience professionnelle, et c'est important de mettre les mois de départ et les mois de fin. Je vois beaucoup, beaucoup de CV passer où c'est 2022, 2023, mais ça peut être décembre 2022, janvier 2023, ça fait 2 mois, ou ça peut être janvier 2022 et décembre 2023, ça vous fait 2 ans. Donc, c'est important de mettre les mois de départ et les mois de fin. Les jours, on n'en a pas besoin. Euh, et puis d'être factuel dans la façon dont vous allez rédiger votre CV. Évitez les grandes phrases, ça va perdre votre lecteur, et mettre plutôt avec des bullet points. Ensuite, après votre expérience, vous mettrez vos computer skills, donc IT and languages. Et les langues, vous allez mettre votre niveau de langue. Vous mettrez, vous êtes fluent ou intermédiaire ou basique. Si vous avez un niveau de langue basique, par exemple en espagnol, parce que vous n'avez pas fait depuis la troisième, bah, vous ne le mettez pas parce que ça servira à rien. Mais votre niveau d'anglais, et on espère que vous avez un bon niveau, mettez plutôt que ce que propose la communauté européenne, C1, C2, B1, B2, etc. Ça ne parlera pas vraiment aux employeurs, donc mettez plutôt votre niveau si vous êtes fluent ou intermediate, etc. Et ensuite, vous parlerez de vos intérêts. Alors, des fois, on peut se dire, ah oui, mais pourquoi je parle de mes intérêts? Ça n'intéresse personne. Ça peut intéresser quelqu'un parce que parfois, les employeurs vont commencer cette partie-là pour un peu briser la glace, pour vous détendre, pour que vous soyez, voilà, pour vous détendre. Et donc, c'est important de mettre vos intérêts. Mais mettez des choses que vous faites vraiment. Si par exemple vous dites que vous aimez aller voir des expositions, mais que vous n'êtes pas allé voir une exposition puis vous avez 15 ans, ça c'est pas bien parce qu'on peut vous dire ah ben c'est quelle dernière exposition vous avez vue, etc. Si vous aimez lire, vous allez au cinéma, etc. Ça c'est vraiment des choses importantes. Il ne faut pas baratiner en fait, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je vois beaucoup de CV passer avec des logos. Ça marche pas trop ici au UK. Et en plus, ça prendra beaucoup de place. Donc, évitez les logos. Euh, et puis, et mettez votre statut. Si vous cherchez du travail et que vous avez un profil LinkedIn, donc sur votre LinkedIn, vous devez bien mettre que vous êtes open to work. Aussi, alors ce qui est important, j'ai vu ça dernièrement, il y a beaucoup d'employeurs qui vérifient en fait votre profil LinkedIn et votre CV. LinkedIn, c'est un peu comme du PR, c'est pas juste pour chercher du travail, mais beaucoup d'employeurs, si votre profil LinkedIn ne correspond pas à votre CV, ils vont penser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si vous postez votre CV, votre CV, oui, sur LinkedIn, assurez-vous, ou votre profil, que votre profil soit vraiment équivalent à ce que vous avez marqué sur le papier. La longueur de votre CV. Alors, en Angleterre, la norme, c'est 2 pages. Mais si vous êtes jeune diplômé et que vous n'avez pas encore fait beaucoup de choses, vous resterez sur 1 page. Pensez toujours à la clarté. Écrivez pas en trop petit. Mettez pas des couleurs qui clashent. Mettez pas de rouge, surtout pas de rouge. Les colonnes, je vois beaucoup de CV avec beaucoup de colonnes, c'est qu'on peut voir comme là sur la photo. Si la colonne n'est pas trop remplie, ça va, mais s'il y a beaucoup d'informations, il faut toujours penser au lecteur. Moi, plus le lecteur il lit rapidement, il peut lire les informations qui sont importantes, mieux c'est. Si vous lui donnez trop d'informations parce que c'est très compact, ça sera assez compliqué pour eux et vous ne serez pas forcément dans la bonne pile. Et tout le monde n'utilise pas l'IA. Donc, ça, c'est des choses qui sont aussi importantes à savoir. Euh, et puis, oui, bien sûr, faites relire votre CV. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante parce que vous avez le nez dessus tout le temps. Vous n'allez pas voir les fautes de frappe. Et la première chose que moi, je vois quand je reçois un CV, c'est une faute de frappe. Alors,
de frappe, pardon, c'est important parce que ça veut dire que vous n'êtes pas relu, que vous n'avez pas l'œil pour le détail. Et quand on est avocat, si on n'a pas l'œil pour le détail, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important. Les entretiens. Alors, les entretiens seront... Le premier entretien en général est en vidéo. Ce que je vous conseille, si vous voyez un numéro de téléphone que vous ne reconnaissez pas et que vous dites, ah là là, j'ai répondu à plein d'offres et peut-être que c'est un employeur potentiel, je vous conseille de ne pas répondre si vous êtes dans un magasin où c'est très bruyant autour de vous. Il faut essayer de répondre plutôt quand vous êtes à l'aise, quand il n'y a pas trop de bruit et que vous pouvez vous concentrer. Euh, Ensuite, le premier entretien donc sera en vidéo avec le line manager, donc la personne qui va vous recruter. Euh, En général, c'est est-ce qu'on peut travailler on peut travailler ensemble. Si votre entretien est juste une demi-heure, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous avez raté. C'est vraiment juste faire le tour de la conversation, le tour général de votre personnalité. Euh, Ensuite, vous aurez plusieurs entretiens en général qui peuvent être en vidéo et où il y aura au moins un entretien physique. L'intervieweur s'attendra à ce que vous ayez fait le maximum de recherches sur le cabinet, sur leur activité. Et en général, sur les sites des cabinets, ils ont une page sur tout ce qui est PR, sur tout ce qui s'est passé dernièrement pour eux. Et ça, c'est important vraiment d'être au courant des dossiers qu'ils ont traités ou s'ils ont eu un succès, etc. C'est vraiment parce que ça peut vous donner aussi une porte d'entrée. Peut-être, ah bah oui, j'ai vu que vous aviez fait ceci, vous aviez fait cela, et ça montre votre intérêt pour le poste. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Beaucoup de personnes qui cherchaient des training contracts, qui n'avaient pas fait suffisamment de recherche ou qui, parce qu'à la fin, ils en avaient peut-être aussi un petit peu assez. Bon, je veux dire, vous êtes normalement organisé, vous faites une fiche avec les grandes lignes sur le cabinet avec lequel vous allez travailler. Si vous trouvez un emploi ou vous avez un entretien, pardon, via une agence de recrutement, normalement, c'est aussi le travail du consultant de vous aider à vous préparer à votre entretien. Euh, Ensuite, vous avez aussi, vous le faites tout seul, hein, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Glassdoor, où vous avez beaucoup de conseils aussi, où les personnes qui ont travaillé pour certains cabinets mettent des informations sur le type d'entretien qu'on va avoir, quel type de questions on va vous poser, ce genre de choses. Quand vous passez votre entretien, je vous conseille de vraiment bien écouter ce que va vous dire l'intervieweur parce qu'il va vous donner des informations, des clues sur ce qu'il veut entendre. Il faut faire la présentation du poste, la présentation du cabinet et là, vous pouvez dire, ah oui, tiens, il a dit ça. Ah oui, je vais m'en servir pour mon entretien. Nous, ici, on conseille toujours aux candidats de prendre, quand ils vont à un entretien, un premier travail, de prendre leur CV, de prendre la description de poste, de surligner dans une couleur ce qu'ils ont fait et que le client recherche, ou faire des couleurs ou un tableau, enfin ce qui fonctionne pour vous. Mais parce que ça va vous aider en fait, et dans une autre couleur ce que vous n'avez pas fait, parce que ça va vous aider à structurer votre entretien et à trouver un exemple précis. La personne en face de vous, elle doit se dire, ah oui, il sait de quoi il parle. Même si c'est de la théorie parce que vous venez de sortir de l'école et que pour le moment vous avez fait que des modules en, je sais pas, droit d'immigration ou droit du travail, et vous n'avez pas encore d'expérience. C'est important de dire, bah voilà, oui, je sais que tout à l'heure je vous parlais d'une nouvelle bill d'une nouvelle on dit bill en français, en français, une nouvelle loi. Bon, c'est pas vraiment tout à fait une loi, mais bon, quelque chose qui va passer ici en Grande-Bretagne. Donc, c'est important que vous soyez au courant si vous faites du droit du travail, par exemple, sur les, les dernières, la dernière législation qui sort ici en Grande-Bretagne. Et puis pour finir, il faut toujours poser des questions, ça vous le savez, j'imagine. Mais les meilleures questions sont les questions des candidats qui se projettent dans le poste. Pensez que c'est vous qui avez le job. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous allez arriver avec votre propre expérience et votre expérience, elle est unique. C'est pas, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Donc, vous allez pouvoir faire des comparaisons. Vous serez beaucoup plus ouvert que si vous posez que des questions génériques. Et voilà. Je pense que
Merci beaucoup, Laurence. Je pense que ça a été très utile, vraiment. Du coup, moi, ma partie, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, on a eu le point de vue à peu près du recruteur et maintenant d'un candidat. Donc, comment ça se passe vraiment sur le terrain une fois qu'on applique tout ça. Donc, je vais commencer par le commencement, trouver sa voie. Je vais faire un petit rappel par rapport à mon parcours et ce que j'ai pu rencontrer. Moi, personnellement, j'ai fait ma licence et mon master 1 en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et c'est vrai, et du coup, j'ai travaillé en parallèle aussi dans des cabinets en France, à Singapour et à Hambourg. Et très vite, je me suis spécialisée dans le droit international parce que ça m'intéressait. Je pouvais vraiment utiliser le fait que je sois trilingue. Et aussi, le droit en lui-même m'intéressait particulièrement, tout ce qui était common law. Et je voulais potentiellement peut-être voilà, avoir une expérience à l'étranger, voire même étudier au moins un master à l'étranger. Et du coup, j'ai décidé d'aller au Royaume-Uni. À l'époque, même toujours, j'ai trouvé ma passion pour le droit maritime. Et j'ai trouvé avec mes recherches que le Royaume-Uni, c'était le berceau de droit maritime. Donc pour moi, c'était assez naturel d'aller là-bas pour faire un master. Mais par la suite aussi, j'étais assez séduite par le profil du solicitor, qui est comme un avocat, mais pas vraiment comme un avocat, comme l'expliquera Océane. Et pour moi, je ne voulais absolument pas, je ne me retrouvais pas dans la profession d'avocat en France, mais pourquoi pas devenir solliciteur, vu que c'était assez différent. Et aussi, pourquoi le Royaume-Uni? Tout simplement parce que j'ai ma famille en France et mes amis, et je ne voulais pas vraiment partir à l'autre bout du monde pour travailler et continuer. Donc vraiment, c'était pour les opportunités et aussi pour ce que le Royaume-Uni potentiellement pouvait m'offrir. Donc, mes premiers pas. Alors, passer de la théorie et du rêve à la réalité, au début, c'était bien, comme dans tous les mariages, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a eu la honeymoon phase qui s'est terminée. Ça m'a pris 2 ans quand même, donc c'était long. Mais j'ai travaillé pour un cabinet américain et quand je suis passée à un cabinet purement britannique, c'est là où c'était un peu la cata. Solitude, désillusion, grosse phase de regret, mais après je me suis rendu compte que tous les Français, qui sont en droit ou pas d'ailleurs, passent par cette phase de toute façon, où on se pose la question, est-ce que j'aurais pas dû venir, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Mais c'est là qu'il y a une prise de conscience qu'on se construit pas à pas. Donc vraiment, quand vous faites ce choix de venir au Royaume-Uni, en tout cas, vous devez comprendre que voilà, ça prendra du temps. C'est pas facile, mais si vraiment c'est ce que vous voulez faire, vous allez réussir. Et si vous ne réussissez pas, au moins vous n'avez pas de regrets. Donc je reviendrai plus tard par rapport à ça. Mais ma honeymoon phase, pourquoi elle s'est terminée? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une différence de work culture. Je vais y revenir plus tard, mais vraiment, les Anglais sont beaucoup moins directs, beaucoup plus ambigus. Ils adorent les feedbacks et je trouve ça très positif, mais parfois, malheureusement, ça ne reflète pas toujours la réalité, vu que vraiment, il y a une peur de la confrontation au Royaume-Uni et ils tournent parfois autour du pot. Donc, c'est sûr qu'en tant que Français, c'est aux antipodes de la manière dont on approche la manière de travailler. Nous, c'est plutôt direct. Et aussi, il y avait une différence au-delà du professionnel culturel. Et du coup, parfois, mais après, c'est dans tous les pays, je pense, honnêtement, c'est pas que au Royaume-Uni, même si on est très proche géographiquement, il y a quand même une différence culturelle. L'intégration parfois peut être compliquée, notamment moi, c'est vrai que du coup, je suis passée de la culture de la terrasse au travail au pub. Personnellement, ça m'a pris un peu de temps, mais voilà, c'est des petites choses où, voilà, on va dire, il faut être préparé un peu mentalement parce que c'est une aventure aussi sur le mental. Mais il y a tellement de choses positives, en tout cas pour moi, vraiment. Je ne regrette absolument pas mon choix. Notamment, donc pour revenir aux professionnels, vu que même en tant que paralegal, et très vite, même quand j'étais legal secretary dans un cabinet américain, vous avez accès à énormément de dossiers, énormément de cases, comme ils appellent ça ici, et j'en suis consciente, je n'aurais pas eu accès à ça quand j'étais en France, dans les cabinets, tout simplement parce que dans les cabinets, il y a pas mal de hiérarchie, alors qu'en Angleterre, vraiment, c'est très cosmopolite, c'est très international. Les gens qui travailleront avec vous seront très friendly.
Alors, parfois, il peut y avoir, je suis consciente, un peu de toxicité, mais il y a vraiment beaucoup plus de work-life balance ici. Et surtout, voilà, on vous fait confiance et on vous donne les moyens de faire vos preuves. Donc, on n'a pas peur de vous donner des responsabilités et vraiment, encore une fois, on fait confiance. Mais bon, il peut y avoir un petit retour de bâton vu qu'on vous donne votre chance et vous avez à peu près qu'une chance. Donc voilà. Mais overall, vraiment, je vous dis, l'expérience est positive et elle vaut vraiment le coup. Donc du coup, une fois qu'on prend conscience de ce postulat, que voilà, ça ne va pas être facile et ça se construit pas à pas, comment trouver sa voie? Donc, accepter encore une fois qu'un parcours n'est pas linéaire. Donc maintenant, il vous faut un visa pour venir travailler. Je ne vais pas en dire plus, mais ce que je conseille absolument pas forcément, c'est de venir avec un visa de touriste et ensuite de travailler directement. Je pense, en tout cas, en général, c'est plus conseillé de peut-être avoir des entretiens avec un visa touriste, mais après de rentrer en France et ensuite d'attendre que votre employeur vous fasse toutes les démarches parce que les démarches peuvent prendre du temps. Donc, ça, c'était un petit avertissement que je voulais donner vraiment, vu que les choses ont un peu changé. Mais après, pour tout ce qui est droit de l'immigration, je vous conseille vraiment de faire appel à un avocat pour toutes ces questions. Mais pour commencer, vraiment, je conseille, en tout cas moi personnellement, de ce que j'ai vu par rapport à ce que Laurence aussi a confirmé, de commencer soit en cabinet ou en entreprise, mais peut-être avec un stage d'observation. C'est des choses c'est un format que beaucoup de petites structures, des cabinets et des startups, par exemple, proposent. Donc, souvent, vous travaillez gratuitement. Donc, c'est peut-être négatif, mais au final, ce que vous allez potentiellement avoir peut être positif. Ces stages d'observation durent peut-être une semaine ou un petit peu plus selon la structure. Mais plus vous allez viser peut-être des cabinets ou des entreprises qui sont plus larges, plus il y aura vraiment des procédures en place qui seront assez strictes. Donc, Laurence a parlé des vacation schemes et des training contracts. Mais si jamais voilà, vous êtes déjà avocat ou pas, ou que ça ne vous intéresse pas tout simplement d'être avocat, candidature spontanée. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai fait ça, ça a marché. J'ai postulé à beaucoup d'agences et j'ai eu des entretiens, mais ça n'a jamais abouti. Après, encore une fois, je connais plein de personnes avec qui ça aboutit. Donc, je juge absolument pas. Au contraire, je pense que c'est vraiment selon le profil et ce que vous recherchez. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'aller en candidature spontanée et juste envoyer un email avec votre CV en expliquant voilà, quel poste vous voulez pourvoir, pour combien de temps potentiellement. Vous allez potentiellement avoir un essai ou en ce moment, peut-être qu'ils recrutent quelqu'un et au moins, vous n'attendez pas qu'il y ait une annonce qui tombe sur LinkedIn. Donc aussi, je voulais rajouter par rapport à ce que Laurence a dit, et on a aussi le profil des Foreign Qualified Lawyers, surtout en cabinet américain. C'est un statut un peu particulier, mais beaucoup de cabinets recrutent directement des avocats qui sont qualified dans d'autres pays pour exercer. Alors, ils n'exerceront pas du coup en tant que solliciteur, mais auront un statut, peut-être un contrat de 1 an ou plus, selon la demande du cabinet. Donc, ensuite, le point que je voulais aborder, c'est de ne pas attendre le poste parfait pour se lancer. Donc, j'ai pas mal de Français parfois qui me contactent pour des conseils, pour savoir comment moi j'ai pu me faire une place ici. Et souvent, j'ai des gens qui me disent je vais essayer de me faire un réseau après mes études ou une fois que j'ai à peu près une idée de ce que je veux faire, mais pas du tout. C'est maintenant. C'est maintenant, il ne faut pas perdre de temps parce que plus vous prenez. Enfin, ça prend du temps, au fait, de faire un réseau et surtout d'en récolter les fruits. Donc, si vous voulez décrocher un travail, ou même si au final vous dites l'Angleterre, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Ce sera toujours utile peut-être dans le futur, mais il n'est jamais trop tôt. Même si encore une fois vous tentez pas l'aventure, chaque expérience, même temporaire, permet de comprendre vraiment le système, le vocabulaire juridique anglais et surtout d'enrichir son CV. Le simple fait que vous ayez au moins tenté, c'est déjà mieux que de rester en se demandant mais peut-être oui, peut-être non. Au moins, vous faites un peu des démarches pour réussir. Et surtout, vos compétences issues du système français sont importantes.
Donc, que ce soit la rigueur, la logique juridique, la maîtrise du droit européen, vraiment, c'est des forces qui vont vous différencier dans le contexte britannique. Moi, personnellement, je sais que j'ai accès, encore une fois, à des dossiers qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que je fais personnellement, mais parce que je parle français, du coup, j'ai pu avoir un peu plus d'exposure sur pas mal de choses. Et vraiment, c'est un atout pour vous, mais aussi pour la structure pour laquelle vous travaillez. Donc, ensuite, une fois que vous avez décroché un travail et que vous avez trouvé votre voie, ou peut-être que vous cherchez encore plus à trouver votre voie ou à trouver un travail, les soft skills et la work culture. Donc, ça, c'est des termes que vous allez voir tout le temps, que ce soit dans les job descriptions ou même avec vos collègues. On va tout le temps vous parler de soft skills ou de work culture. Donc, les soft skills, c'est des compétences qu'on recherche. Et comme Laurence l'a expliqué, donc vraiment, à un moment, elle a expliqué par rapport aux mots-clés. Ces mots-clés, vraiment, sont très importants. Donc, tout ce qui est adaptabilité. Il faut savoir s'adapter aux pratiques locales, mais aussi faire différemment, parce que c'est cette différence qui va vraiment vous aider dans les problem solving de tous les jours. Vraiment, le fait d'être français va vous apporter une vision différente et il faut vraiment la chérir parce qu'elle va être utile pour vous pour progresser potentiellement dans votre structure. Une communication claire et positive, mais on rappelle, sans confrontation. Ensuite, il faut avoir confiance en soi. Alors, facile à dire plutôt qu'à faire. Mais moi qui suis une introvertie et qui vraiment déteste crier sur tous les toits ce que je fais, ou voilà, je ne m'impose pas vraiment, j'ai quand même réussi à trouver une technique ou une tactique qui est de oser prendre la parole et proposer, mais même si on n'a pas forcément quelque chose à proposer, au moins poser des questions pour montrer un intérêt. Les Anglais adorent vraiment être proactifs et montrer un intérêt. Donc, n'hésitez surtout pas à nourrir cette capacité parce que ça peut être très utile. Et enfin, l'esprit d'équipe et le sens du service. Que vous travaillez pour un cabinet d'avocat ou en entreprise, vous êtes au service d'un business. Vraiment, pour les Anglais, un cabinet d'avocat, c'est quand même un business. Et du coup, le fait que vous travaillez avec vos collègues, même si parfois ça peut être en compétition, mais si vous travaillez ensemble pour le business, c'est vraiment ce qui importe pour eux. Et ensuite, l'intégration dans la work culture britannique. Donc, encore une fois, les Britanniques, non à la confrontation. Du coup, l'importance du ton et de la courtoisie est cruciale. Vraiment, on parle de soft power dans le sens où quand vous devez faire passer un message, il ne faut pas une confrontation directe, mais influencer avec tact. Donc, on fait appel vraiment à la diplomatie britannique, à une approche beaucoup plus solution focus et encore une fois business focus. Comment je peux aider mon entreprise ou mon cabinet à s'améliorer et vraiment à rester poli du coup. Ensuite, tout ce qui est feedback. Alors, comme je t'expliquais, donc les Anglais donnent des feedbacks, ce qui est très bien parce que du coup, en tant que Français, on peut à peu près jauger si on est dans le bon ou non et savoir comment avancer. Au contraire, peut-être se dire, bon, bah, je vais peut-être changer sur ce point-là. Mais les Britanniques font quelque chose d'assez intéressant, qui est la technique du sandwich. Alors, le sandwich, c'est quelque chose de positif. Ensuite, ce qu'ils pensent vraiment, la critique, ou ce qu'on vous reproche potentiellement, et après un autre compliment. Pour nous, ça peut être très dérangeant parce qu'en France, potentiellement, soit on commence par le positif, on finit par le négatif, ou soit l'inverse. Mais on n'a pas trois différentes idées pour un feedback. Donc, ma technique, vraiment, c'est de se dire, OK, c'est un sandwich, on va me dire quelque chose de bien. Peut-être qu'il y aura quelque chose de négatif, mais après, il y aura quelque chose de positif. Donc, c'est bien pour le moral de savoir que vous ne faites pas tout mal, mais il faut quand même lire entre les lignes, de se dire, OK, bon, il faut peut-être que je change par rapport à la critique en elle-même et comment je peux changer. Et n'hésitez pas non plus à demander du coup l'aide de la personne qui vous donne ce feedback en demandant et justement en étant proactif, en posant des questions, comment est-ce que je peux faire, quelles étapes je peux suivre pour justement remédier au problème. Ensuite, les Anglais aussi, comme j'ai expliqué, valorisent l'initiative et la can-do attitude. Donc, comme Laurence l'a expliqué,
même si vous n'avez pas forcément l'expérience, et faut l'expliquer dans le CV, mais aussi au face-à-face, aux entretiens, ou même plus tard dans votre travail, même si vous ne savez pas forcément faire quelque chose, ne prenez pas la responsabilité de faire quelque chose que vous ne savez pas, mais par contre, comment puis-je aider? Être honnête aussi, tout simplement dire, je n'ai peut-être pas, je n'ai jamais fait ça, mais j'aimerais bien apprendre. Donc, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que je puisse aider et en même temps apprendre pour m'améliorer? Donc, vraiment, se put yourself out there, comme on dit, et essayer de trouver des opportunités. Si vous avez déjà un travail, vraiment, ça peut vous aider dans le futur pour avoir un meilleur poste. Ensuite et enfin, professionnalisme avant la hiérarchie. Donc, comme j'ai mentionné, mais Océane mentionnera un peu plus sur ce détail. Au Royaume-Uni, il n'y a pas vraiment de hiérarchie et c'est très bien parce que du coup, par exemple, vous pouvez prendre un café avec un partner qui est l'équivalent d'un senior. Je me souviens à Paris, dans un cabinet d'avocat, je parlais à peine aux seniors, je rasais les murs, il y avait un peu une intimidation. Après, c'est mon expérience. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, vraiment, vous parlez à tout le monde. Et c'est aussi ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que, je vais le mentionner plus tard, l'importance de LinkedIn, mais vous pouvez aussi, du coup, que ce soit aux événements ou sur LinkedIn, contacter des seniors s'ils ont un profil qui vraiment vous intéresse, que ce soit pour trouver un travail ou tout simplement par intérêt pour la personne. Donc, je vais terminer par l'importance du networking. Donc, tout d'abord, le networking est hyper important au Royaume-Uni, plus qu'en France, vu que c'est la clé d'accès au marché caché. Donc, je vais expliquer plus tard ce que c'est le marché caché, mais vraiment ici, le networking fait partie du quotidien. Il n'y a pas un jeudi ou un mercredi ou même peut-être 3 fois par semaine où il n'y a pas un événement de networking. Je me souviens, c'était très récemment, j'en parlais avec des amis et on pensait qu'il n'y a pas, je pense, si on a vraiment envie, on peut participer à un networking event une fois par jour, toute la semaine, vraiment. Donc, vous aurez toujours des networking events, que ce soit pub, déjeuner, dîner, after work, et surtout bientôt, pour la période de Noël, vous avez plein de Christmas parties. Essayez de trouver des invitations, vraiment. Il y en a qui sont plus faciles à avoir, d'autres non. Mais en tout cas, vous allez rencontrer des gens et si vous cherchez un travail au Royaume-Uni, je pense que ça peut aider au moins à éviter un peu tout ce qui est aller sur LinkedIn ou passer par comment dire, les portails de recrutement. Et ensuite, si jamais vous êtes déjà en train de travailler au Royaume-Uni, participez aux webinaires comme celui-ci, par exemple, ou des associations juridiques comme FLPL, ou aussi des conférences, forums et colloquiums, parce que vous pouvez rencontrer soit vos futurs employeurs, ou soit nourrir le réseau pour votre entreprise ou cabinet, et ensuite vous faire bien voir. Donc, vraiment, ensuite, être actif sur LinkedIn. Donc, comme l'a mentionné Laurence, vraiment, LinkedIn, c'est votre carte d'identité. Et du coup, mais c'est aussi un réseau social. Donc, commentez, partagez, contactez aussi les gens. Vous n'avez pas besoin forcément de poster, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, parce que parfois, enfin, même, je vous avoue, je ne fais pas des choses extraordinaires et je n'ai pas forcément envie d'écrire quelque chose dessus. Surtout, en ce moment, il y a une tendance qui est de traiter LinkedIn comme un vrai réseau social et du coup comme un journal intime, parce que maintenant, il y a aussi des legal influencers. Personnellement, je n'aime pas trop ça, mais si ça vous tente, faites-le vraiment. Au moins, vous faites remarquer et votre post sera un peu plus viral, comme on dit. Mais quand je parle de contacter des professionnels sur LinkedIn, c'est vraiment un message simple. Surtout, encore une fois, si vous avez le profil de quelqu'un qui est intéressant ou d'une law firm, n'hésitez vraiment pas. Au Royaume-Uni, les gens sont super approachable. Vous pouvez vraiment leur envoyer un message, soit pour avoir un coup de fil, soit pour avoir des conseils ou même prendre un café. Parfois, au pire, on vous dira non, mais au moins, vous avez essayé. Moi, personnellement, quand je postulais au training contract, j'ai demandé à des trainees de me partager peut-être des conseils ou juste de m'expliquer à peu près comment les entretiens se passaient. Et c'est toujours bon à savoir. Donc, vraiment,
n'hésitez vraiment pas. Et ensuite, une fois que vous avez créé ces liens, il faut entretenir son réseau. Donc, il faut vraiment maintenir ces liens, que ce soit commenter dans un post, envoyer un message ou féliciter pour une news. Pourquoi? Parce que intervient donc du coup la notion de marché caché. C'est très important parce que seulement 15 à 20% des offres d'emploi sont publiées en ligne. C'est pas beaucoup. Donc du coup, tout ce qui n'est pas publié, c'est le marché caché de l'emploi ou hidden market job. Et les gens ont des offres soit par cooptation, soit par recommandation, soit par candidature spontanée. Donc comme j'ai mentionné, moi personnellement, à tous mes postes, peut-être sauf le cabinet américain, mais à tous mes postes, j'ai toujours postulé en candidature spontanée. Je connais aussi des gens qui ont créé des relations professionnelles avec potentiellement des associates ou partners ici. Et même s'ils n'avaient pas des résultats directs sur le moment, quand il y a eu besoin d'un paralegal ou d'un foreign qualified lawyer, ils étaient les premiers appelés, même avant même que l'offre soit publiée. Tout simplement parce que la personne potentiellement se souvient de vous et du coup, d'où l'importance d'entretenir cette relation pour que la personne se souvienne de vous. Donc vraiment, le networking n'est pas optionnel, c'est vraiment la clé pour que vous puissiez avoir plus de chances d'avoir un travail ici ou un meilleur travail. Ensuite, petite promo, donc FLPL, mais ce sera très bref. Donc, comme j'ai mentionné, le réseau se construit dans la durée. Il faut être curieux, ouvert et constant. Mais grâce à FLPL, on vous mâche un peu le travail. Et du coup, on essaye de regrouper un maximum de professionnels, que ce soit à nos événements physiques, en networking event après le travail ou à des marches d'automne ou à des webinaires qu'on essaiera de faire aussi en présentiel, on fera des petites conférences. On essaie de réunir le maximum de personnes dans différentes structures, dans différents postes et aussi dans différents domaines du droit pour que vous puissiez les rencontrer. On a eu quelques membres et d'ailleurs on est assez fiers du coup de pouvoir aider nos membres à avoir un travail. Soit parce qu'ils rencontrent leurs futurs employeurs, soit tout simplement parce que du bouche à oreille, les gens s'entraident. Donc, ne soyez pas seul dans votre coin. Vraiment, devenez membre de la FLPL. Au moins, au pire, comme on dit, vous aurez le job que vous cherchez. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Ou en tout cas, vous aurez la rencontre qui changera votre vie et qui ouvrira vos horizons pour être sûr de ce que vous voulez faire plus tard. Et enfin, pour regrouper, donc mes conseils, encore une fois, construire son réseau avant tout, c'est très important pour maximiser ses chances de percer au Royaume-Uni. Les opportunités viennent souvent des rencontres. Gérer la transition culturelle, donc vraiment observer, écouter et s'adapter, mais sans se renier. Votre différence vraiment est une force, donc elle va vous aider à vous démarquer. Et vraiment, votre regard francophone est un atout, surtout pour le droit de l'Union. Donc, ne reniez absolument pas qui vous êtes, au contraire. Et ensuite, pour affronter la solitude, donc la transition va être difficile, mais vraiment, elle forge la résilience et c'est vraiment une qualité aussi que les employeurs recherchent énormément. Donc, je vous conseille de tenter l'aventure. Ça va tester vos limites. Vous allez apprendre énormément de choses sur vous-même, mais moi, vous n'allez pas avoir de regrets. Au pire, vous avez tenté. Personnellement, c'est ma vision. Donc, vraiment, je recommande cette expérience unique parce que ça vous forme une force et une fierté que personnellement, je n'aurais pas eu avant. Et ensuite, faut-il ou faut-il pas sauter le pas? Il faut faire des recherches avant, vraiment se poser des questions aussi et faire une recherche interne sur ce que vous cherchez vous-même en tant que développement personnel. Il n'y a surtout pas que des bons moments, mais avoir le courage d'essayer et de ne pas se limiter, c'est au moins important. Et enfin, je finirai par juste, si jamais vous avez des questions et vous voulez voir les galères, mais aussi les bonnes nouvelles. Du coup, j'ai ma page Legal Mermaid qui peut vous donner des conseils. Vous pouvez voir au quotidien à peu près comment ça se passe, vraiment d'essayer de réussir au Royaume-Uni. Donc, je vais passer la parole à Océane. Merci Aurélia. Donc je vais essayer de faire rapidement car il ne nous reste plus beaucoup de temps et que je pense qu'il est important de vous laisser du temps pour poser des questions. Donc je vais essayer de faire vite. Aurélia, je pense qu'on peut directement passer à la slide. Ah non, c'est bon, tu es déjà dessus, donc Et du parfait. coup, tu peux prendre le temps que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein.
T'inquiète pas. On Très prend bien. un petit peu plus de temps pour les questions. Alors, je voulais en fait ce soir vous donner vraiment des conseils pratiques et en commençant en fait par l'autorisation d'exercer à l'étranger que l'on doit demander au barreau de Paris, puisqu'il s'agit souvent en fait de la première étape pour les avocats français souhaitant exercer en Angleterre. Donc, il faut savoir que la procédure, elle est encadrée par le règlement intérieur du barreau de Paris et que votre demande doit être adressée par courrier au bâtonnier et qu'elle doit être accompagnée donc de deux documents. Une copie de votre contrat de collaboration ou contrat de travail anglais qui doit être traduit en français. Il peut s'agir d'une traduction libre et une attestation d'un cabinet d'avocats parisien acceptant de vous domicilier pour la durée de votre exercice à l'étranger, parce que vous devez garder une adresse professionnelle à Paris. Donc, certains cabinets parisiens proposent un service de domiciliation moyennant rémunération. Vous pouvez également vous domicilier au centre d'affaires des avocats de Paris et le lien vers leur site est sur le PowerPoint. Alors, je suis allée vérifier cet après-midi et j'ai vu qu'ils proposent ce service actuellement pour 120 € hors taxes par mois, sachant qu'il y a 150 € hors taxes de frais d'inscription. Le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que vous devez justifier de votre inscription auprès du barreau d'accueil ou de l'absence d'obligation d'une telle inscription, donc dans un délai raisonnable à compter de votre demande d'autorisation. Et comme ce délai n'est pas très précis, je vous recommande de le faire dès que possible. Sur ce point, donc sachez que les avocats de l'Union européenne, ils ont plusieurs options pour exercer en Angleterre et que l'une d'entre elles, c'est d'exercer sous la supervision d'un solliciteur et que dans ce cas de figure, aucune inscription auprès de l'autorité compétente n'est obligatoire. Donc c'est ce que j'ai dû justifier au barreau de Paris et c'est sous ce statut que j'ai exercé avant de devenir solliciteur. Si vous ne justifiez pas de votre inscription ou de l'absence d'obligation d'inscription dans ce délai raisonnable, le barreau de Paris peut retirer votre autorisation d'exercer à l'étranger et il ne vous inscrira pas dans l'annuaire international du barreau. Vous pouvez consulter le lien qui est indiqué d'ailleurs dans le PowerPoint si vous voulez plus d'infos pratiques. Voilà, c'est un lien qui vous emmène sur le site du barreau de Paris, c'est assez intéressant. Alors ensuite, donc une fois que vous avez obtenu votre autorisation d'exercice à l'étranger, certaines obligations, donc financières et de formation, continuent à s'appliquer du fait de votre inscription au barreau de Paris. C'est très important d'avoir ça en tête. Concernant les obligations financières, donc vous êtes tenu de régler les cotisations ordinales chaque année. Sachant que le Conseil de l'Ordre, il a mis en place une cotisation forfaitaire spécifique pour les avocats exerçant à titre principal à l'étranger et déclarant un revenu nul en France. Donc pour vous donner un ordre d'idée, cette cotisation, elle était de 1 530 € jusqu'en 2024 et depuis 2024, elle est passée à 600 €. Donc plutôt une bonne nouvelle. L'inscription au barreau de Paris vous oblige également à régler chaque année les cotisations du Conseil national des barreaux. Ces cotisations sont fixées par le CNB et là encore pour donner un ordre d'idée concernant leur montant, je suis allée retrouver mes factures et j'ai payé 190 € pour ma première année d'exercice, donc en 2022, et là je suis à 440 € cette année. Ensuite, donc l'assurance responsabilité civile professionnelle. Alors là, c'est important de savoir, vous pouvez être dispensé de la régler si vous justifiez que l'assurance de votre cabinet anglais vous couvre avec un niveau équivalent à celui exigé en France. Et le niveau exact est indiqué sur le PowerPoint. Donc si ce n'est pas le cas, vous devrez régler l'assurance RCP. Là encore, exemple concret, j'ai payé 20 € pour ma première année d'exercice et ce montant a ensuite augmenté au fil des années et il est passé à 400 € pour cette année. Enfin, donc les cotisations retraite à la Caisse nationale des barreaux français, donc qui est l'organisme de sécurité sociale qui est chargé de la gestion de la retraite des avocats. Ici, vous avez le choix. Soit vous décidez de continuer à cotiser à la CNBF, soit vous souhaitez ne pas le faire. Et dans ce cas, vous devez obtenir un document qu'on appelle le formulaire A1 auprès de l'administration anglaise qui justifie que vous cotisez déjà à un système de retraite et qui vous permet d'être dispensé de cotisation auprès de la CNBF. Et je vous ai mis un lien vers la foire aux questions du site de la CNBF sur le PowerPoint.
Concernant maintenant l'obligation de formation continue, il faut savoir que celle-ci s'applique toujours et que vous devez donc justifier d'au moins 20 heures de formation par an. Mais sur ce point, je trouve que le barreau de Paris est très pragmatique puisqu'il est possible de faire valider les formations en droit anglais qui sont suivies en Angleterre. Alors, donc on a abordé la demande d'autorisation d'exercer à l'étranger, puis les obligations donc, auxquelles vous restez soumis du fait de votre inscription. Je pense qu'il est utile de mentionner rapidement la possibilité donc, pour les avocats français de passer le SQI, c'est-à-dire l'examen permettant de devenir solliciteur. Donc, je ne vais pas décrire point par point le déroulement de cet examen, parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire entier. Mais dans le cadre de notre session d'aujourd'hui, il me semblait utile de préciser que si vous êtes avocat au barreau de Paris et que vous justifiez de 2 années d'expérience professionnelle dans le milieu juridique, vous pouvez obtenir une exemption de la seconde partie de l'examen et n'avoir donc que la première partie à passer. Ce qui peut être une grande aide, notamment lorsqu'on le révise tout en travaillant, ce qui est pas forcément facile. Donc ensuite, que se passe-t-il si vous décidez de passer le SQI et que vous devenez solliciteur? Alors, je pense que la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais la profession d'avocat en Angleterre, elle est divisée en deux. On a d'une part les solliciteurs, d'autre part les barristers. Et il est très important d'avoir cette distinction en tête puisqu'elle structure l'organisation du travail. Les solliciteurs, en fait, gèrent la relation client, ils conseillent, ils négocient, ils préparent les dossiers. Et quand les barristers, eux, vont se concentrer sur la plaidoirie. Je précise néanmoins que les solliciteurs peuvent plaider devant certaines juridictions, sous certaines conditions, et c'est ce que fait régulièrement l'un des associés du cabinet où j'exerce d'ailleurs. Donc pour ceux qui souhaitent pouvoir plaider, sachez que cela reste possible en étant solliciteur. Cela dit, il est important de savoir qu'on ne plaide pas de la même manière en France qu'en Angleterre, puisqu'en Angleterre, en tout cas en droit de la famille, le juge voilà, vous interrompt très régulièrement, il vous pose des questions, il vous indique qu'il n'est pas il n'est pas pardon, intéressé par tel ou tel point. Donc cela peut être frustrant pour ceux d'entre vous qui souhaitent voilà, pouvoir plaider de longues minutes sans être interrompus. Ce n'est pas la façon de faire ici en Angleterre, en tout cas, encore une fois, en droit de la famille. Donc, vous avez mentionné il y a quelques instants les obligations vis-à-vis du barreau de Paris. Une fois solliciteur, certaines obligations, encore une fois financières et de formation, s'appliquent également en Angleterre. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Donc, en ce qui concerne les obligations financières, vous devez renouveler chaque année au mois d'octobre votre Practicing Certificate. Et cette année, le coût du renouvellement était de 397 livres. Étant précisé que pour votre première année, si vous vous inscrivez à la SRA de janvier à octobre, la SRA propose 3 tarifs dégressifs selon le moment de l'année où vous êtes inscrit. Donc, ça permet de ne pas payer les 397 en entier. Je crois que les 3 tarifs vont de 332 livres à 202 livres au moins cher, il me semble. En ce qui concerne l'obligation de formation, c'est assez différent de ce qu'il se passe en France, puisqu'en Angleterre, il n'existe pas de minimum d'heures à effectuer. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque année, au moment du renouvellement de son Practicing Certificate, on déclare que l'on a une compréhension à jour des obligations juridiques, éthiques et réglementaires liées à notre rôle, que l'on a réfléchi à ses besoins d'apprentissage et de développement et que l'on y a répondu et que l'on est compétent pour exercer son rôle. Donc le système, il est basé en fait plus sur l'autonomie et la confiance, même si la SRA peut effectuer des vérifications et qu'il est donc fortement conseillé de mettre en place un système permettant de justifier des heures de formation suivies. Donc voilà pour les points très concrets. Aurélia, je ne sais pas si tu veux que je continue sur les points un peu plus abstraits ou si tu veux passer directement aux questions. C'est comme tu souhaites. Non, oui. Non, je pense que ça peut être très intéressant, encore une fois, d'avoir ton expérience. Donc, n'hésite pas.
D'accord, très bien. Donc c'est sûr, je voulais évoquer rapidement des points un peu plus abstraits, notamment les différences culturelles que j'ai pu observer ces 5 dernières années. Déjà, comme l'a mentionné Aurélia, c'est vrai que la hiérarchie est beaucoup moins marquée qu'en France, et le style est plus direct. Les Français qui vivent en Angleterre sont habitués au tutoiement, à l'usage du prénom. Donc voilà, tous mes clients m'appellent par mon prénom et je fais de même. Je tutoie certains d'entre eux, je tutoie mon employeur. Donc ça, ça peut plaire ou déplaire. Moi, je trouve ça super. Un autre point qui a aussi été évoqué brièvement par Aurélia, c'est que je trouve que l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle est mieux respecté en Angleterre. Donc bien sûr, j'imagine que ça dépend du milieu dans lequel on travaille. Mais pour ma part, encore une fois, pour vous donner un exemple très concret, en général, je commence à 9h30 et je finis vers 18h. Donc, c'est pas toujours le cas. Lorsque j'ai une audience, il m'arrive de travailler plus tard. Mais en règle générale, on est sur cette plage horaire qui est tout de même, d'après ce que je comprends en parlant, en discutant avec mes confrères qui exercent en France, qui est quand même une plage horaire plus allégée euh, que celle à laquelle ils sont soumises. Et j'ai le sentiment qu'il est également plus facile de télétravailler ici. Je pense qu'il est devenu difficile pour un cabinet de recruter sans proposer au moins 2 jours de télétravail par semaine, du moins en droit de la famille, ce qui n'est pas forcément ce que je ressens, encore une fois, en discutant avec des confrères exerçant en France. Euh, donc, je finirai sur les défis que peuvent poser un exercice professionnel en Angleterre. Alors, la barrière culturelle peut parfois être un défi, c'est vrai. Je pense que les Français ont tendance à être plus réservés que les Anglais, ce qui peut parfois créer un déséquilibre. En revanche, comme l'a dit Aurélia, on a tendance à exprimer plus directement ce qui ne nous convient pas et ce qui peut parfois être perçu comme étant un peu trop franc ou trop direct par nos interlocuteurs anglais. Alors, grosse différence à l'heure du déjeuner également, puisque les Anglais ont la fâcheuse habitude de manger un sandwich triangle devant leur ordinateur sans prendre de réelle pause, habitude à laquelle je ne me suis toujours pas faite au bout de 5 ans personnellement. Et puis enfin, bon, pour finir, le coût de la vie, notamment lorsque l'on décide d'exercer et de vivre à Londres, c'est bien sûr un point auquel il faut réfléchir avant de partir, puisque le coût de la vie est plus élevé à Londres qu'il ne l'est en France en général et même Paris. Néanmoins, les salaires sont, encore une fois, en tout cas en droit de la famille, plus élevés que les salaires parisiens, ce qui aide à combler cette différence au niveau du coût de la vie. Et j'ai aussi l'impression, d'après les discussions que j'ai avec des confrères exerçant en France et à Londres, qu'ici c'est plus dans la culture, on obtient plus régulièrement des augmentations de salaire. Voilà, donc c'est sur ce bel avantage anglais que je vais redonner la parole à Aurélia. Merci, merci beaucoup, Océane. Du coup, on va terminer rapidement sur ce qu'il faut retenir. Donc, Laurent, si jamais vous avez des conseils pour nos membres. Ah, Ah, pardon. Oui, donc en fait, comme vous avez dû comprendre, trouver du travail en tant que juriste francophone, c'est pas facile, hein, mais on en trouve. Je place régulièrement des jeunes juristes français dans des cabinets anglais. C'est une recherche bien sûr approfondie qui vous permettra de bien comprendre le marché local, votre maîtrise de la langue française et de l'anglais. Vous ne pouvez pas avoir un anglais qui n'est pas fluent pour trouver du travail ici. Donc, et puis, effectivement, l'opportunité de la certification SQE qui vous aidera à trouver des postes plus facilement que des training contracts, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et donc voilà, il faut être patient. Et comme l'a dit Aurélia, et ça c'est vraiment important, il faut vraiment
travailler son network, rencontrer les cabinets au maximum, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir des opportunités. Et il faut laisser traîner ses oreilles. Et puis, voilà, il faut construire des contacts et les utiliser. Pas juste que ça soit là sur LinkedIn quelque part. Il faut vraiment utiliser ça. Parce que les agences de recrutement, elles arrivent en général en fin de recrutement, enfin en fin de recherche, quand on ne sait pas trop, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait tout seul. Enfin, je parle des cabinets. On s'adresse à des agences de recrutement et c'est là où nous, on intervient. Et on trouve toujours, je dois dire. Mais bon, voilà, si vous construisez votre network, ça permet aussi aux entreprises de pas utiliser les agences et de faire un gain, d'économiser de l'argent. Voilà. Merci Laurence. Océane, si jamais vous avez un conseil aussi. Oui, rapidement, je pense, il y en a plusieurs, mais je pense que celui à retenir, c'est peut-être de mettre en avant sa spécificité française, si je puis dire, puisque depuis le Brexit, il est compliqué pour les cabinets d'employer des étrangers, enfin, plus compliqué en tout cas. Donc, si un Anglais peut faire le travail, il sera parfois privilégié. Donc, je pense qu'il est important voilà, de démontrer que l'on peut apporter quelque chose par le fait d'être français, de savoir parler français, d'avoir une connaissance du droit français et d'en faire une spécificité, de mettre ça en avant et potentiellement de rechercher voilà, des cabinets qui ont des French Desk ou qui pourraient être intéressés pour en développer un. Merci beaucoup, Océane. Et du coup, le dernier conseil que je vais donner vraiment, c'est networker tout simplement parce que, encore une fois, toutes les offres ne sont pas sur le marché, sur LinkedIn ou sur Indeed. Et même si, voilà, il n'y a pas c'est un travail de longue haleine. Et même s'il n'y a pas de fruits ou de résultats immédiats, au moment opportun, ça peut porter vraiment ses fruits. Et voilà, vous pouvez avoir potentiellement quelque chose, même si ce n'est pas le travail de votre vie ou quoi que ce soit. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs au Royaume-Uni ici, c'est très facile de changer de travail. Vraiment, c'est pas, on va dire, autant sécurisé qu'en France. C'est mal, mais très souvent d'ailleurs, c'est très bien parce que du coup, si jamais vous trouvez vraiment le job de votre vie, vous inquiétez pas, votre employeur trouvera quelqu'un d'autre pour vous remplacer, pour que vous puissiez continuer. Surtout si vous avez une bonne relation avec votre employeur, mais pour trouver votre employeur, voilà, vous devez avoir de la curiosité, avoir une ouverture d'esprit pendant vos échanges et vraiment le Royaume-Uni, plus qu'en tout cas en France, les connexions humaines ouvrent souvent les meilleures portes. Donc, on va passer à vos questions, du coup. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez des conseils, à contacter Laurence pour potentiellement voir aussi des offres sur French Resources. Et si vous voulez, voilà, faciliter un peu plus le côté networking, French Legal Professionals peut vous aider aussi. Donc, on va passer aux questions. Je ne sais pas si Amélie peut nous donner un petit coup de main pour si jamais il y a des gens qui veulent poser leurs questions à l'oral. Et ensuite, on répondra aux questions qui sont dans le chat. Bonjour, moi aussi je fais partie de FLPL n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat ou vous pouvez normalement, je crois, raise your hand sur le Teams et je peux vous donner accès, je peux débloquer votre micro et vous pourrez poser votre question à l'oral si vous préférez. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Amélie aussi, qui est du coup notre coprésidente. Donc, on a déjà en tout cas plein de questions dans le chat. Au niveau des expériences, il y a des expériences légales, stages principalement, et des expériences non légales, contrats à durée déterminée. Sont-ils pertinents est-il pertinent de tout mentionner ou dois-je sélectionner seulement ce qui est pertinent? Donc, je pense que cette question est pour Laurence. Alors, quand on est débutant, je pense que toutes les expériences sont bien, même si vous avez été, quelle que soit l'expérience, même si vous avez eu un petit boulot, c'est important de le mettre parce que les Britanniques aiment bien les gens qui travaillent en fait. Donc plus vous montrez que vous avez fait des choses, hein,
Alors, c'est pas la peine non plus que votre CV fasse 2 pages alors que vous avez vu que des boulots d'étudiants, mais avec même les boulots d'étudiants, c'est important de les mettre, pas juste des boulots qui seront des jobs qui seront en relation avec votre future carrière. C'est important de les mettre, bien sûr, mais pensez aussi aux autres choses que vous avez faites. Merci beaucoup, Laurence. Du coup, on a une question de Romane. Alors, normalement, vous pouvez vous unmute. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant, enfin 2 questions, pardon. Je les ai mises à l'écrit, mais ce sera peut-être plus simple à l'oral. Par rapport à l'exemption SQUE, sur le fait d'avoir eu 2 ans d'expérience professionnelle dans le milieu juridique. Je suis avocate française, j'ai 1 an d'expérience en France et je m'interrogeais sur... j'avais vu l'exemption pour le SQU2 sur les 6 mois d'exercice en France. Mais j'ai pas bien compris du coup à quoi correspondaient ces deux expériences. Désolée si vous l'avez déjà expliqué, mais je suis pas sûre d'avoir compris. Non, pas de souci. Du coup, Océane, peut-être est plus pertinent pour la question. Oui, ok. En fait, c'est une exemption qu'on peut obtenir comme dans votre situation, c'est-à-dire quand on est avocat déjà dans un autre pays, et si on peut en fait justifier de 2 années d'expérience professionnelle juridique, sachant que ça peut être des expériences en France et en Angleterre, peu importe. Donc vous pouvez arriver en fait de France avec vos 2 années d'expérience et ça vous permet en fait d'obtenir une exemption du SQE2, donc la deuxième partie. Vous avez encore à passer le SQE1, mais pas le SQE2. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ok, bon, bah, oui, ok, c'est très clair, merci. Et j'avais une autre question, c'était parce que par rapport au visa, moi, ça fait un petit moment que je cherche, que j'essaye de regarder. Mais bon, j'ai 0 visa, j'ai pas fait d'études en Angleterre. Et enfin, je vois que tout est assez bouché sur ce point de vue-là. Donc, je sais pas s'il y avait une technique pour plus approcher le marché du travail ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je me vois confrontée toujours à ces problèmes de visa, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si... Merci. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, alors, il y a des offres qui sont indiquées quand l'employeur peut vous sponsoriser. Si vous avez une spécialité recherchée, contactez des cabinets qui ont un desk français. S'il y a un Oui, besoin, ça, si j'ai vous déjà êtes un petit peu essayé. rare, Ouais. voilà. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais c'est pas impossible. C'est juste, voilà, Bon, bah, je vais continuer alors voilà, mes exactement. C'est la recherches. seule chose que je peux vous dire, il faut vraiment continuer. Regardez peut-être aussi auprès de cabinets qui sont basés à Paris et qui ont un counterpart, oui, c'est ça, qui ont un cabinet Oui, oui, ça, j'ai associé déjà en tout tenté France, auprès des voilà, en collabs. Angleterre. Voilà, Oui, oui, mais oui, oui. voilà, peut-être de temps en temps, c'est vous rappeler à leurs bons souvenirs. Comme disait Aurélia, voilà, c'est aussi construire son networking à partir de là. Et à mon avis, c'est plus simple. Parce que je sais qu'il y a des Ok. programmes d'échange entre les, pas forcément entre les cabinets, mais entre le Les le départements barreau de français, le cabinet barreau aussi. anglais. Je sais Ouais. je sais qu'il y a des programmes d'échange il y a des programmes d'échange. Ouais. Ok, ok. Bon, bah, merci. Je vais continuer à candidater, en fait, au final. Ok, merci. Merci beaucoup. You're welcome. Du coup, Alix, est-ce que vous avez une Oui, question? bonjour, vous m'entendez correctement? Oui. Oui, parfait. Alors, du coup, j'avais également deux questions, puisque du coup, alors j'ai un profil où j'ai fait mon bachelor à la fois au Royaume-Uni, à la fois en France, donc à UCL au Royaume-Uni, avec une majeure en droit, même si c'était sciences sociales européennes, mais avec une majeure en droit, et à Sciences Po, donc à Paris. Et là, donc, je suis en master de droit à Sciences Po. Et je voudrais faire un LLM donc pour compléter vraiment cette expérience.
Donc, je me posais une question par rapport à ça. Est-ce que ça vous semble, on va dire, un bon chemin à suivre pour se mettre toutes les chances de son côté pour intégrer le marché du travail anglais? Et du coup, je regardais des LLM entre des LLM anglais et des LLM irlandais et je me demandais si les deux, voilà, dans des universités, des bonnes universités irlandaises et des bonnes universités anglaises, si les deux sont équivalents ou s'il faut, il serait préférable, si je veux intégrer le marché du travail britannique, de privilégier, enfin anglais, de privilégier un LLM d'université anglaise. Alors, Voilà. merci. Déjà, merci. Voilà, merci pour la question. Déjà, je vous conseille de regarder notre précédent webinaire qui parle du coup du LLM et des avantages de faire un LLM et aussi des inconvénients. Si jamais voilà, il y a une volonté de percer dans le marché du travail britannique, très clairement, il faut aller dans une université britannique. Dans le webinaire qu'on a enregistré, qui est sur YouTube, sur notre chaîne, de FLPL, on parle justement de la différence entre les Russell Group University et les non-Russell Group University. La vraie différence, c'est sur, on va dire, la qualité du diplôme par rapport à l'employeur, mais surtout, je pense par exemple à Queen Mary, qui ont un programme et aussi des taux de employability qui sont un peu plus élevés. Personnellement, moi, j'avais une offre dans plusieurs universités, mais je n'ai pas pris Queen Mary, même si l'avantage voilà, d'aller dans ce type d'université, c'est peut-être pas d'avoir un travail garanti, mais voilà, d'avoir une meilleure chance parce que vous rentrez du coup dans une communauté d'alumni. Et si vous faites partie de cette communauté, vous avez aussi accès, voilà, encore une fois, à des opportunités, à un réseau qui est un peu plus privilégié et du coup, potentiellement, avoir un travail. Roman a mentionné la question des visas. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir un employeur qui peut vous garantir un visa. Mais si vous faites un LLM, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi faire un LLM? Si c'est pour des questions de travail au Royaume-Uni, je pense que vraiment ça vaut le coup. Après, encore une fois, c'est un coût. Hein. Ça coûte très cher un LLM ici. Mais oui, pourquoi pas le faire? Et du coup, il faut choisir la bonne université qui vraiment, du coup, a un bon réseau d'alumni, qui est intégré dans potentiellement les cabinets ou les entreprises que vous voulez intégrer. Ça peut être vraiment une bonne piste. Mais n'hésitez pas, une fois après avoir vu le webinaire sur la section LLM, si vous avez des questions, à revenir vers nous et on essaiera de vous conseiller un maximum. D'accord, donc par exemple, donc juste pour être sûr, vous recommandez plutôt un LLM anglais qu'un LLM irlandais, même si c'est à Trinity College Dublin, par exemple? Alors, il faut voir, parce qu'en fait, Trinity, c'est un peu l'exception où les Anglais, enfin les employeurs connaissent. Si jamais, après, est-ce que ce serait pour intégrer potentiellement un cabinet ou une entreprise ici, au Royaume-Uni? Alors, pour le moment, j'ai prévu de passer le barreau de français, donc à Paris, parce que voilà, le SQE, c'est une procédure quand même assez différente. Et pour le coup, mon master, je l'ai commencé en France. Donc voilà, ce serait mais éventuellement, en tout cas, dans l'absolu, oui, cabinet, même si voilà, en tant que paralegal ou même intégrer une entreprise, ce serait voilà, très intéressant. Et c'est vrai que moi, le domaine dans lequel je me spécialise, entre guillemets, c'est la propriété intellectuelle. Ok. Donc voilà, en tout cas, je suis assez ouverte sur le type de position, même si je compte passer du coup le barreau français pour le moment. Après, encore une fois, voilà, la communauté d'alumni à Trinity est assez importante. Donc, c'est sûr que si voilà, vous voulez aller à Trinity, c'est toujours mieux, on va dire, que d'aller potentiellement dans une université britannique qui est moins cotée. Mais voilà, si jamais après vous arrivez toujours à avoir un Russell Group au Royaume-Uni, c'est toujours plus favorisé. Je ne sais pas si Laurence du coup peut acquiescer ou pas par rapport à ça, qu'il y a quand même une différence entre les Russell Ouais. et les Russell. Alors, je pense qu'effectivement, entre, je sais pas, une université, enfin Trinity par exemple, et Sheffield Hallam,
on choisit Oui, Trinity. c'est Voilà, ça. il faut regarder les classements des universités et des universités anglaises par rapport à si vous avez une offre de UCL, par exemple. Bon, il vaut mieux aller à UCL parce que c'est ici, c'est bien, c'est très connu, c'est très coté. Je pense que c'est voilà, il faut quand vous arriverez à ce stade-là, il faudra juste bien regarder où est placé, où sera placée l'école la fac qui vous acceptera. Ouais, par exemple, j'ai eu une offre de Liverpool University qui est dans le Russell Group. Voilà, mais du coup, j'ai pas encore postulé à Trinity College Dublin parce que au niveau des deadlines, ça se fait pas encore maintenant. Mais j'ai eu cette offre et du coup, c'est vrai que la question se posait bah, forcément en Irlande, ça coûte quand même vraiment moins cher de faire un Ouais, LLM. exactement. Donc la question se posait en tout cas sincèrement pour, voilà, mais du coup, bon, Trinity, du coup, de ce que j'en comprends, c'est quand même tout à fait positif dans un CV. Mais je pense que ce que vous devriez faire, c'est si vous avez quelque chose à Liverpool, alors même si ça fait partie du Russell Group, il faut quand même regarder leur classement. Et je pense aussi que vous devriez regarder, que vous devriez les contacter, leur demander leur réseau d'alumni, pardon, où est-ce quel est leur réseau en fait, où est-ce que vont les gens, etc. Ils devraient être capables de vous dire tout ça. Si vous regardez, vous tapez Trinity College sur LinkedIn, vous allez avoir souvent des gens qui mettent ça dans leur éducation et ils vont pop-up selon par rapport à votre réseau d'avocats et vous allez voir à peu près quel type de profil vous avez, dans quel cabinet par exemple ils travaillent et ça peut être une bonne idée du coup de voir et potentiellement de contacter si la personne, si ça vous intéresse. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Merci beaucoup. Si. Du coup, on a Morgane avec une question. Oui, bonsoir. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour cette intervention. C'était super intéressant. Alors moi, c'est pour ça que je posais aussi la question, parce que je ne sais pas si je suis légitime de participer à ça, dans le sens où je suis pour l'instant que professeur de français langue étrangère. Mais c'est vrai que le droit, voilà, pour résumer, m'intéresse énormément, notamment le droit international, voilà, le droit pénal international. Et j'avais déjà un peu regardé, c'était pas des marchés, mais des chambers comme Doughty Street Chambers ou Matrix Chambers. Et moi, je voulais savoir, en fait, comme je suis déjà professeur de langue, si je pouvais passer par un PGDL pour accéder à du droit, être par exemple solicitor, ou il fallait obligatoirement que je passe par un LLM, auquel cas, voilà, c'est vrai que ça prendrait plus de temps et au niveau des finances, vous voyez, ce serait un peu coûteux pour moi. Donc voilà, c'était ma question principale. Alors normalement, c'est possible de faire un PGDL, pas besoin de faire une licence ni un LLM. Et du coup, je ne sais pas si Amélie est toujours disponible pour elle partager son expérience vu qu'elle fait un PGDL plus SQI directement. Donc en fait, elle a tout qui est pris en compte dans sa prépa et elle fait 1 an de PGDL, c'est ça, et après SQI. Alors oui, le PGDS, c'est un conversion course qu'ils appellent, c'est un cours de conversion et ça permet à n'importe qui a une licence donc dans n'importe quel domaine de convertir votre diplôme en droit. Et donc c'est tout à fait possible que vous faisiez ça en fait. Euh, d'ailleurs, on a fait un webinar sur ce sujet-là. Il est sur notre chaîne YouTube aussi si vous voulez avoir plus d'informations. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter, je peux aussi répondre à vos questions. Merci. D'accord, beaucoup. Et j'avais peut-être, éventuellement, si on a encore le temps, hein, je ne veux pas vous priver d'un temps précieux, mais j'avais une dernière question par rapport à tout ce qui est neuroatypique et le handicap, le rapport au handicap au niveau des cabinets d'avocats au Royaume-Uni. Est-ce que c'est plutôt considéré comme un flaw ou donc c'est plutôt considéré comme une qualité? Donc, comme tout à l'heure, c'est vrai que c'était intéressant quand Aurélia l'a souligné, le fait est voilà, qu'il fallait se démarquer par rapport aux autres. Est-ce que voilà, ça peut être perçu comme une bonne chose au sein d'une entreprise ou plutôt voilà, comme un défaut, entre guillemets et comment le mettre en avant au niveau des entretiens d'embauche, voilà. Ria, tu veux répondre à cette question? Oui, ou je ne sais pas si Laurence, vous avez une expertise dessus. Non, pas du tout. Non. Bon, j'aurais pas d'informations. Euh,
Alors, par expérience, c'est vrai qu'en plus, à chaque fois qu'on postule, on a un questionnaire sur les handicaps ou quoi que ce soit, et l'employeur fait toujours des démarches pour justement, on va dire, faciliter les entretiens et vraiment prendre en compte les particularités du candidat. Je peux conseiller sur, alors je ne sais pas si elle a toujours un service, mais de Neurodivergent Lawyer. C'est justement une candidate qui a tout le temps été refusée à des training contracts et elle a le syndrome d'Asperger. Et du coup, elle a créé, enfin, elle est devenue law influencer et elle a eu un training contract dans un des meilleurs cabinets au monde. Et vraiment, elle est très, très, enfin, je l'admire personnellement. Et elle a créé tout un groupe pour aider justement potentiellement les juristes ou futurs avocats qui sont peut-être pas dans des situations d'égalité par rapport à d'autres personnes. Et elle retrace son quotidien. Et vraiment, on voit qu'il y a quand même une plus grande acceptation par rapport au handicap, par rapport à tout type de handicap aussi. Aussi, chaque cabinet vraiment prône l'égalité des genres et aussi tout ce qui est l'acceptation LGBT+. Donc, je trouve que par rapport en France, c'est beaucoup mieux accepté. Après, de là à dire que le marché est beaucoup plus ouvert, je ne saurais pas me prononcer là-dessus, mais ce n'est pas forcément vu comme une flaw, honnêtement. Je trouve que l'employeur fait énormément d'efforts pour intégrer justement et pour accepter les différences, que ce soit en entreprise ou en cabinet. Et pour ajouter à ça aussi, il y a beaucoup de cabinets qui ont ce qu'on appelle des reasonable adjustments. Et du coup, c'est possible dans certaines procédures de recrutement de signaler si on a des, je sais pas, neurodivergences ou d'autres difficultés. Et des fois, ça peut être pris en compte. Et dans l'interview, ça va être des adjustments justement. Et je sais aussi que pour l'examen du SQI, c'est possible aussi de demander des adjustments. Et là aussi, ça dépendra vraiment de ce que vous pouvez avoir besoin. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent, qui sont mises en place. Et pour les reasonable adjustment ou SQI, vraiment, si vous justifiez d'un diagnostic médical, ils le donnent. Vraiment, enfin, moi, j'ai jamais entendu non, ils refusent ou quoi que ce soit. Au contraire, ils essaient vraiment d'aider au maximum si vous avez une condition qui est reconnue médicalement. Donc souvent, c'est plus de temps, par exemple, à l'examen ou autre moyen pour vous aider. D'accord, parce que j'avais l'impression, peut-être que c'était à tort, justement, que je n'osais pas faire du droit. Je me suis dit, quand on est neurodivergent, est-ce qu'on a vraiment notre place au sein de cabinet d'avocats? Est-ce qu'on n'est pas un peu, enfin, pas un boulet, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, mais est-ce qu'on va pas ralentir malheureusement le rythme? Est-ce qu'on a vraiment notre place? Donc c'était vraiment un peu le syndrome aussi, vous voyez. Donc Oui. ce sentiment-là, voilà. Pour Qui le coup, m'habitait. je conseille vraiment de suivre soit sur Instagram, soit sur LinkedIn le comité Neurodivergent Lawyer parce que pour le coup, ils montrent vraiment sur le terrain. Donc, ça a commencé par la personne, la candidate, mais ensuite, ça s'est développé pour justement aider un maximum, en tout cas partager leur expérience et c'est très inspirant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Merci, Morgane. Donc, du coup, on va juste passer à la dernière question de Candace. S'il n'y a pas d'autres questions, comme je prépare actuellement le Bar Training Course pour devenir barrister, j'aimerais savoir si certains parmi vous ont suivi cette formation en Angleterre et ont ensuite réussi l'examen en France dans le cadre de l'article 100. Alors, si ça concerne l'article 100, on a encore une fois un webinaire sur notre chaîne YouTube qui traite directement de cette procédure. Après, je ne sais pas si une de nos deux intervenantes peut mentionner quelque chose par rapport à ça, mais sinon, vous pouvez toujours contacter French Legal Professional et on peut vous mettre en relation potentiellement avec quelqu'un qui a passé le bar et l'article 100. Non, moi, je connais pas l'article 100, donc j'ai vraiment, donc je peux pas vous y répondre. Pas de souci. Mais voilà, donc je pense que on n'a pas d'autres questions si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et je vois que Romaine a encore une question.
Romain. Oui, c'était simplement pour dire à la personne qui voulait avoir des renseignements sur Trinity College, si je pouvais l'aider, parce que j'ai été à Trinity College, donc si jamais elle a des questions pour parler de cette faculté, je peux peut-être l'aider et je connais des gens qui ont été là-bas. Donc voilà. Mais c'est magnifique. Voilà, la magie des Donc elle peut me lycées. contacter, c'est Romane Lorenzi sur LinkedIn, si jamais. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Romane. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé et surtout, merci beaucoup à Laurence Paris et Océane à Maillon-Lenné d'avoir intervenu sur ces sujets. Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.